j'avais pas très bonne en mathématiques, genre 24-25 ans. 24-25. Pourquoi une jeune fille de 24-25 ans souhaite faire un film sur Norman McLaren? Parce que, comme je vous disais tantôt, moi, quand j'étais étudiante au bac, je trouvais ça vraiment difficile de faire des films d'animation, je trouvais ça déprimant. Et quand j'ai découvert l'œuvre de McLaren, j'étais tellement éblouie que c'est pour ça que j'ai pas lâché l'école. Alors, j'ai vraiment voulu faire une recherche sur lui et puis lui rendre vraiment hommage avec le projet de film d'animation. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressée à son œuvre, parce que c'est grâce à lui que j'ai pas lâché l'école. Qu'est-ce qui te plaît autant chez McLaren? Mais c'est tout. Je veux dire, à chaque film, il s'est vraiment réinventé. C'est un cinéaste qui a pris plein de techniques d'animation. Ses films sont vraiment fantastiques. Moi, j'aime beaucoup Blinkety Blank, qui était fait directement sur pellicule, pas de deux, qui utilisait la tireuse optique. Donc, moi, je trouve vraiment que c'est un cinéaste extraordinaire. Tu dirais que Norman McLaren, c'est un musicien aussi? Oui, ben, c'est parce qu'un musicien, oui, qui a enregistré lui-même le son sur le côté de la piste 35 mm, parce qu'il scratchait directement pour enregistrer des sons. Il a même répertorié ça sur tous les octaves. Mais je pense que c'est plus un cinéaste qu'un musicien, mais je pense que la musique était très, très importante pour lui, puis il tirait beaucoup d'inspiration de la musique. Je sais que pour Big Gun Care, Oscar Peterson a fait une prise, c'est tout, pour son film. Puis McLaren lui a redemandé de faire encore et Oscar Peterson lui a dit non, je le refais pas, c'est ça que tu as pour faire ton film. Donc, de la bouche même de la femme d'Oscar Peterson qui m'a raconté ça. Donc, je pense que des fois, c'était la musique qui inspirait le film, des fois, c'était le contraire, mais oui, la musique était bien importante pour lui. Et qu'est-ce que tu voulais dire précisément sur Norman McLaren dans le film? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est son processus de création. Je trouve que c'est intéressant, les cinéastes, d'où proviennent les idées. Donc, c'est un peu ça que j'essayais de chercher. Qu'est-ce qui l'inspirait, puis pourquoi il veut toujours se réinventer à chaque film, parce qu'il aurait pu faire toujours un film avec la même technique d'animation, mais non, il essaie de pousser plus loin. Donc, est-ce qu'on pourrait voir un extrait de Négatif de McLaren maintenant? Oui, Gabriel. Pour avoir un petit extrait de Négatif. Je suis un peu désolée, la qualité de l'image n'est pas tout à fait super, mais enfin. Mais c'est un film qui est animé à la main sur papier, qu'on a numérisé. Tous les arrière-plans, j'en ai deux. C'est la pellicule. En fait, c'est les chutes du film 16 mm sélection naturelle. J'ai fait un answer print, puis j'avais des tonnes de négatifs. Donc, j'avais teint ça dans des bouteilles de liqueur, enfin. Puis j'ai remonté ça sur la pellicule 35 mm. Donc, tous les arrière-plans que vous voyez dans le film, c'est des numérisations de ça, qui sont enchaînés en fondu. L'animation est faite sur papier. On avait fait des effets spéciaux dans After Effects. De le revoir, en tout cas, on avait vraiment envie de faire le film parce que c'est du 24 frames par seconde sur papier. Également, dans le film, une approche documentaire animée qui se précise. Bon, on peut tourner, il y a plusieurs façons de tourner un film sur McLaren, mais toi, tu optes pour la rotoscopie. Est-ce que c'est McLaren qu'on voit ou c'est un tournage Non, non, c'est un de mes amis. En fait, ça, on n'avait pas beaucoup de budget pour faire ça. Tout est tourné chez moi à la maison. Ça, c'est mes valises, c'est mon armoire, c'est mon ami. Les lunettes viennent de l'Armée du Salut. Mais on était vraiment débrouillards. Le tourne-disque, c'était à ma mère, qu'elle avait quand elle était jeune. Donc, on avait ramassé des choses pour faire une production avec des coûts de production vraiment minimaux. Mais je pense que c'est ça, quand tu fais des films, il faut que tu sois débrouillard, il faut que tu réussisses à t'organiser avec peu de moyens. Donc, c'est ça. Puis au niveau documentaire, écoute, faire du documentaire animé, moi je voulais faire un film sur McLaren. C'est arrivé comme ça. Quand le film était terminé, les gens m'ont dit, tu as fait un documentaire animé. Oui, mais je veux dire, un documentaire animé, c'est un oxymoron. On s'entend qu'il n'y a aucune corrélation entre le documentaire qui représente la réalité et un film d'animation qui se tend d'être documentaire. À l'époque, en 2006, on disait que ça se pouvait pas. Mais maintenant, on dit que ça se peut, il y a une plus grande ouverture au niveau du genre documentaire, la définition est plus élastique, donc je pense que les gens sont plus ouverts au genre documentaire animé qu'il y a quelques années. Comment s'est effectuée la recherche? J'étais super chanceuse. Mais je pense que quand tu fais le portrait de quelqu'un, il faut que tu aies toujours la permission de son ayant droit, là, quand il est décédé, la personne qui le représente. Puis moi, c'était Don McWilliams qui avait la succession de McLaren. Je l'ai rencontré
à plusieurs reprises. Et puis, avec le temps, il y a une confiance qui s'est installée. Mais j'étais tellement naïve, là. Quand j'ai terminé le film, j'avais mis des extraits des films de McLaren, sans me dire que je devais peut-être demander à l'ONF la permission pour avoir les archives. En tout cas, David Verrill a vu le film, il m'a dit « Ok, c'est beau, tu peux les prendre, tu n'as pas besoin de payer les extraits. » Mais non, j'étais vraiment... c'est l'expérience qui rentrait. Comme présentement, le film que je fais sur Claude Jutras, c'est vraiment pas le cas, là. Tous les musiciens sont payés, tous les archives sont libérées, donc c'est ça, j'étais un peu chanceuse. C'est intéressant ce que tu dis au sujet du documentaire, parce que hier, je parlais avec des collègues, et puis on s'est mis à parler du film Bestiaire de Denis Côté. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Bon, c'est des plans qui montrent des animaux vivant en captivité dans une sorte de parc safari. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit c'est pas un documentaire parce qu'il y a de la manipulation. Et pour moi, c'est un documentaire. Et là, je trouvais le paradoxe intéressant parce que s'il y a de la manipulation, ce n'est pas un documentaire. Mais est-ce qu'il y a un documentaire où il n'y a pas de manipulation? Dès qu'on place la caméra quelque part, on fait un choix, donc on manipule. Et l'oxymoron tu parlais d'oxymoron du travail, bon, c'est un oxymoron en apparence, parce qu'il reste que par les moyens de l'animation, tu transmets une réalité documentaire qui est celle de Norman McLaren. C'est un choix, je veux dire, tous les films documentaires sont teintés de la vision des réalisateurs. Là. Si on prend 9/11 de Michael Moore qui a gagné la Palme d'Or, c'est pas la société américaine qui est représentée, c'est la vision de Michael Moore. Donc, à partir du moment que tu reconnais que le réalisateur met son empreinte sur le film, ben là, tu ouvres la porte au documentaire animé, tu reconnais que c'est un genre qui est valable. Là. Donc, c'est ça. On a parlé tout à l'heure de ton intérêt pour Norman McLaren, mais est-ce qu'au cours de ta jeunesse, de tes études, il y a aussi un attrait pour le documentaire qui s'est manifesté chez toi? Non, pas vraiment. Je ne vais pas te décevoir, Marco. Non, j'ai jamais eu d'intérêt. J'aime les documentaires, là, mais j'ai jamais été une grande... moi, j'aime plus les films expérimentaux comme Stan Brakhage. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, McLaren aussi, mais pas vraiment documentaire pur... non, pas vraiment. Non. Plus les films expérimentaux. Et, la carrière du film, ça a été quoi? Ça a été superbe. Là. Le film a été vraiment présenté beaucoup d'endroits. Il y a comme eu un engouement pour le film. Mais je pense aussi c'est parce que c'était le sujet de McLaren, des extraits de ses films, puis l'amalgame des deux qui a fait. Je m'excuse, je te l'avais dit, j'échapperai le micro. Je pense que c'est ça, c'est l'amalgame des deux qui faisait en sorte que ça fonctionnait. Donc, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est le film qui m'a mis sur la carte. Et je pense que c'était aussi l'anniversaire, il y avait aussi un anniversaire de McLaren à l'époque. En tout cas, il y avait une célébration, il y avait le DVD de l'ONF notamment qui était sur le point d'être édité. Donc, il y avait une fébrilité. C'était la même année. Alors, parlons d'une conjoncture. Je ne sais pas comment c'était McLaren lui-même qui a organisé ça dans le ciel. Là. Mais oui, c'est sûr, en même temps que le film est sorti, il y avait le DVD qui est sorti de McLaren avec tous ses films. Je me souviens que le film souvent était programmé au début des rétrospectives de McLaren dans divers festivals. Et tu vois, l'ONF a embarqué à la fin en ASIC, mais tout au long de la production, l'ONF ne voulait pas mettre d'argent dans ce film-là. C'est un peu ironique maintenant, la personne avec qui je produis à l'ONF, c'était la personne qui était en charge à l'époque de ne pas me donner d'argent. Alors, c'est ça. Mais, tu es cinéaste indépendante et, tu nous décris donc le projet qu'a été les négatifs de McLaren. On comprend que c'était difficile, on comprend que, tu étais dessus, mais il a fallu donc que tu poses des questions. Je ne sais pas si c'était au CAC ou au CALC, pourquoi vous m'avez refusé? À tout le monde. Le film a été fait avec des moyens modestes. Heureusement, le film a obtenu du succès par la suite, mais ce que je comprends, c'est que ça a été difficile comme expérience. Je pense que si ce film-là n'avait pas fonctionné, je pense pas que j'aurais pas fait de carrière en cinéma d'animation, là, honnêtement, parce que c'est pas un domaine qui est facile. Je ne veux pas décourager personne qui veut être cinéaste d'animation indépendant, loin de là, mais c'est certain qu'il faut absolument que tu sois passionné puis que tu ne prennes pas non comme une réponse, que tu as une tête de cochon dans tes valises. C'est primordial. Il faut que tu crois en ton projet de film, il faut que tu sois prête à le défendre puis à déchirer ta chemise s'il le faut. Est-ce que vous avez des questions à formuler sur
Oui, Pierre. Pierre-Hélène. C'est une question stylistique, c'est que dans McLaren's Negatives, tu fais quelque chose qui va continuer dans le film suivant. Je ne me souviens pas complètement, je pense dans le film japonais aussi, c'est que les personnages n'ont pas de visage. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi c'était une option que tu as maintenue? Et j'imagine que tu as... C'est une bonne question. Je ne vais pas te décevoir, mais c'est une question. C'est pas une question de déçu ou pas, parce que les films, c'est une question on les prend comme ça, mais c'est préoccupant. On se pose la question. Ben, c'est beaucoup plus long à animer, là, avec des yeux. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. Tu vois, dans le film suivant, passage que j'ai fait, les gens disaient, ah, tu sais, c'est vraiment songé, c'est noir et blanc, les lignes, la craie. Mais la réalité, c'est que j'avais pas d'argent, de temps pour mettre de la couleur, puis animer tout ça. Donc, étant donné que j'ai pas beaucoup de moyens, que j'ai pas beaucoup de temps, c'est toujours dans l'économie d'animation, donc il n'y a pas de visage. Mais de toute façon, on faisait de la rotoscopie, mon ami, il ressemble pas vraiment à McLaren, donc, tu sais, ça n'aurait pas fonctionné non plus, mais c'était plus par souci de sauver du temps au niveau de l'animation. Je me permets d'ailleurs de te poser une question au sujet de la rotoscopie. Bon, dans le domaine de l'animation, il y a différents points de vue sur la rotoscopie. Que c'est pas vraiment de l'animation? C'est pas de l'animation, c'est un moyen de tricher, non au contraire. C'est quoi ton point de vue sur la rotoscopie? Ben, on comprend, la rotoscopie, c'est un procédé qui consiste à calquer image par image une action tournée en prise de vue réelle. Oui, c'est ça. Ben, les gens pensent que la rotoscopie, c'est de tracer image par image. Mais j'ai quelqu'un ici qui était mon stagiaire à l'ONF, Sinali, qui pourra vous confirmer ce que je vous dis. On a l'impression souvent que la rotoscopie, c'est seulement tracer la ligne, mais c'est pas le cas parce que souvent, tu dois inventer des choses dans l'image. Donc, moi, je crois que la rotoscopie, c'est une forme d'animation qui est autant valable que l'animation 3D, une animation faite à la main, parce que la rotoscopie, c'est pas si facile que ça. Je pourrais vous donner une série d'images à retracer, puis votre animation ne serait pas nécessairement super belle. Là. Ça prend quand même un certain talent pour faire ça. N'est-ce pas, Sid? Oui. C'est un moyen pour toi de reproduire une gestuelle humaine? Ou... Ben, c'est plus facile, je veux dire, quand tu as un repère, là, c'est certain que, tu sais, je suis pas comme Jens ici, qui est un animateur extraordinaire, qui peut inventer des choses, tout ça. C'est sûr que, comme je disais tantôt, moi, j'ai jamais été une fille qui faisait du cinéma d'animation qui était très talentueuse, donc je pense que c'est peut-être une béquille, là, je le reconnais, mais c'est quand même valable comme technique